geste qui m'aurait pris peut-être une demi-heure, le temps de contacter le client, savoir à quel moment il est dispo, prendre la main à distance, lui installer Power BI, vérifier que ça fonctionne, je le fais en 2 minutes top chrono. Du coup, ce que je vous propose au menu aujourd'hui, c'est quelques mots sur Matrix 42. Ensuite, on va enchaîner par comment aujourd'hui la gestion des services IT est en train de sortir de plus en plus vers les métiers et comment. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la transformation digitale. Ensuite, je vais vous passer quelques slides pour rentrer un peu plus dans le détail de que propose Matrix 42 en tant qu'éditeur via toute sa plateforme. Et ensuite, je vais basculer, je vais changer d'écran pour aller faire une visite de l'appartement très rapide. Donc, ça ne sera pas une démo, hein, bien évidemment, mais l'idée, c'est de voir à quoi ça ressemble, quelle est la philosophie, comment est décliné l'IT Service Management et l'Enterprise Service Management chez Matrix 42. Du coup, sans transition, Matrix 42, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de logiciels qui existe depuis 30 ans, européen, basé en Allemagne, autour de 500 collaborateurs dans le monde, plus de 5000 clients actuels, un fort taux de renouvellement et grand réseau de partenariats en Europe. J'en parlerai un peu plus tard. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Matrix 42 a une conviction ou une philosophie, à savoir de se dire: «Nous ne sommes pas là pour remplacer tous les, outils du monde qui existent, mais on a plus vocation à exister pour mettre du lien, pour s'interfacer de manière simple et efficace avec tous les logiciels». Alors quand on parle de Microsoft, Apple ou Google pour citer les plus gros, mais aussi les autres. J'en parlerai un peu plus loin. Les organismes les plus connus, nous certifient dans le domaine, donc Ping Verify, Gartner, Forrester et une plateforme qui est totalement équivalente, version SaaS, mais également version on-premise. L'une n'est pas la version dégradée de l'autre, c'est important de le souligner. Pour avancer un peu plus, on va découvrir à gauche de l'écran notre réseau de partenaires intégrateurs en France. Donc il faut savoir que Matrix 42 existe en France depuis seulement 6 ans. Le marché français répond très bien à Matrix 42. Nous avons dépassé la barre des 100 clients actifs en France et on va voir un échantillon des clients en place français. Donc notre système de vente est toujours un système de vente indirecte à travers nos partenaires intégrateurs qui vont vendre nos licences, mais également intégrer et maintenir nos solutions chez nos clients. Au milieu, ces fameux partenaires technologiques avec qui on a créé des connecteurs natifs et à droite, j'en ai déjà parlé, des Gartner, des Forrester qui parlent de nous, dans le domaine. Ici, je représente majoritairement les solutions avec qui on s'interface nativement. Donc vous les voyez en haut pour le digital workplace, on va retrouver Azure AD, des Google et cetera. Au milieu, plus des logiciels qui vont aider à travailler la partie endpoint management ou gestion technique de parc comme, Intune, AirWatch, Mobile Iron, Ivanti ou autres et à droite, des gros éditeurs de l'informatique que vous connaissez avec qui on a créé des connecteurs. L'étage du dessous, c'est pour montrer la possibilité d'interface, on va dire, entre un Matrix 42 et des solutions via des Web API. Donc en gros, quand je parle d'interopérabilité, on va avoir de l'interopérabilité via les connecteurs natifs, mais également tout ce que vous allez voir tout à l'heure en termes d'actions qui existent dans Matrix 42, c'est également possible de l'opérer par Web API. Je prends souvent l'exemple d'un Centréon ou un PRTG en tant que solution de monitoring qui va créer des tickets, des incidents, des tâches dans Matrix 42 et en aval, on peut également imaginer un Matrix 42 connecté à un Active Directory, connecté à un vCenter. Donc Active Directory pour créer des comptes, débloquer des comptes de manière automatique, vCenter pour aller provisionner des VM, pour des développeurs par exemple en automatique. Je peux me connecter à un Power BI pour faire de la restitution de données et cetera et cetera. On y arrive, nos clients en France, donc des horizons très différents. On va retrouver le public comme l'INSERM, ministère de la Culture, donc pour les 2, c'est 20 000 utilisateurs chacun. Quelques métropoles comme, métropole de Brest, métropole, ville de Clichy, ville de Colombes, les agences de l'eau. On va avoir le CIRAD à Montpellier, toujours dans le public. Pas mal de retail comme Jiffy, Cora, Galeries Lafayette, Métro aussi, Brittany Ferries dans le transport, Grand Chez de France, pour ceux qui aiment le vin et cetera. Maintenant, on va parler plutôt de transformation digitale. J'ai souhaité commencer par l'IT parce qu'on va se déplacer petit à petit des problèmes IT vers des problématiques d'ordre, on va dire digital, vers les autres métiers. Donc le Forrester dit que 70% des budgets IT sont dépassés. Tout ça pourquoi? Sont dépassés pour des questions souvent de process, de data et de sécurité.
Quand on parle de process, c'est quelque chose de très large. Donc, comment j'interagis avec le reste de l'entreprise, puisque souvent l'IT existe pour équiper et supporter les autres collaborateurs. Les dépassements se font aussi sur la gestion des logiciels. Ça, c'est quelque chose de, en tout cas de mon expérience, assez négligé et qui coûte souvent très cher au DSI. Pourquoi? Parce que j'achète 1000 licences Microsoft, je fais pas attention, j'en utilise 1500. À la fin de l'année, il y a Microsoft qui va arriver en disant: «J'ai besoin de 500 licences en plus en tant que non compliance et vous allez les payer en prix public». Donc ce genre de choses, c'est des vraies problématiques de l'IT. On va avancer et continuer toujours dans la vie d'un département IT. Quels sont réellement les problèmes de tous les jours? Un département IT, souvent, c'est un département qui a une mauvaise image parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut de ces gens-là, et cetera, et cetera. Souvent, le département IT a des problématiques d'organisation. Tout ça pourquoi? Parce que l'IT n'a pas une vision claire de son activité, on va dire, en termes de build et son activité en termes de run. Souvent, des problématiques IT aussi, c'est de découvrir des softwares qui tournent dans l'entreprise et qui ont été développés par ou achetés par des départements, ingénierie, achat ou autres. Ça s'appelle du shadow IT et c'est très dangereux en termes de sécurité, par exemple. Pour avancer un peu plus et là, on va rentrer plus dans une dimension collaborateur. Si on sort du carcan IT, un collaborateur aujourd'hui, il ouvre son PC, il a je ne sais combien d'applications ouvertes et sans parler dans certains métiers, le problème de la ressaisie. Je vais avoir un fichier Excel quelque part, je passe un certain temps de ma journée à faire du copier-coller. En tant qu'RH, par exemple, je vais renseigner l'arrivée d'un collaborateur dans mon outil RH, plein d'autres gens derrière vont remplir d'autres formulaires avec exactement les mêmes informations pour que ces informations transitent, vers l'IT, vers les moyens généraux pour provisionner un bureau ou un badge ou autre. Donc ça, c'est les problématiques terrain qu'on rencontre aujourd'hui dans une entreprise de manière, assez régulière. En parlant de RH, là encore, beaucoup de sujets qui les animent au quotidien. Le premier, c'est le télétravail. Donc nous avons tous constaté que depuis l'arrivée du Covid, le télétravail est devenu presque quelque chose de standard, et on voit même, enfin moi personnellement, j'ai un boulot à 100 télétravail, hors déplacement. Donc c'est des choses qui sont devenues qu'on appelle le new normal. L'un des, enjeux des RH, c'est aussi la partie recrutement et fidélisation. Donc, l'aspect, digital peut améliorer ce sentiment au niveau des collaborateurs de se dire: «Je suis dans une entreprise qui standardise ses process, qui les met dans un backbone digital», par exemple et c'est quelque chose qui va, permettre de gagner du temps, d'être efficient et cetera. On le voit de plus en plus aujourd'hui, un jeune, il regarde un sujet, dès qu'il n'est plus intéressé, il zappe, il scrolle et cetera et cetera. Donc ça, c'est des problématiques existantes aujourd'hui et encore plus dans un marché qui se tend de plus en plus concernant les profils informatiques. Maintenant, si on parle un peu plus de transformation digitale. Donc, qu'est-ce que la transformation digitale? Vous allez me dire: «C'est très simple». Eh ben, c'est tout simplement prendre le virage de cette numérisation, là où, vous allez me dire: «Oui, de fait, tout le monde le fait», mais on le fait de quelle manière? Comment? Si j'ai une direction, par exemple, pas sensibilisée à ce genre de choses, la transformation digitale aura forcément du plomb dans l'aile. Si mes process ne sont pas écrits, ne sont pas connus, ne sont pas diffusés, qu'est-ce que je vais digitaliser? C'est là où on va toujours rester dans un carcan, j'envoie un mail, je renseigne un fichier Excel. Pour moi, en tout cas personnellement, je n'appelle pas ça de la transformation digitale. Du coup, sur cette slide, j'ai essayé de décliner un exemple de digitalisation dans certains départements. Souvent, customer service, vous le voyez en gros. Pourquoi? Parce que le customer service, c'est un département qui est en frontal, avec les clients et se doit d'avoir des processus clairs, compris par tout le monde, pour servir ce client en termes de support, en termes de, nouvelles commandes, en termes de gestion de connaissances ou autre. La finance, un peu moins, mais par exemple, dans le passé, j'ai déjà travaillé des sujets de transformation digitale dans l'engineering. Pour les citer, c'était Liebherr Aerospace, un acteur toulousain, avec qui j'ai créé un catalogue de services orienté ingénierie.
Ça se traduit par quoi? J'ai besoin d'une simulation mécanique, j'ai besoin de faire un essai, sur un banc d'essai pour, les hautes températures, pour les vibrations ou autres. Ce genre de demande, à l'époque, c'était fait par mail et les protagonistes perdaient énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'un demandeur va envoyer un mail en disant: «Bah, j'ai besoin de ça». Souvent, il manque la moitié des informations. Donc là, on a un effet ping-pong. «Oui, mais tu as besoin de quoi exactement?» «Ça et ça». Hop, souvent je perds déjà, quelques jours à dire, quand, comment et donner les spécificités. Une fois que le travail est engagé, on va dire, la personne qui a demandé n'a aucune visibilité sur l'avancement de ce qu'il a demandé. Donc là, souvent, on a aussi l'effet, boîte noire ou l'effet tunnel. Je demande quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, jusqu'à ce que j'ai le rendu. Et ben, une fois sur 2, le rendu n'est pas bon parce que je n'ai pas pu voir comment la personne est en train de faire le boulot. J'aurais pu gagner du temps au milieu du chemin en lui disant: «Non, mais je vois que, c'est à cette étape, mais j'ai besoin que tu fasses cette étape». Donc là, on rentre clairement dans des exemples complètement en dehors de l'IT, mais qui vont apporter de l'efficience, de l'efficacité, de l'amélioration continue grâce au digital. Et c'est là où une vraie interface de service, digitalisée entre ce département, par exemple, de l'engineering et les demandeurs, va apporter de l'efficacité en termes de: je pose déjà mes questions avant que la personne demande, je favorise la collaboration, je favorise la transparence, et cetera, et cetera. Ici, j'ai essayé de ranger, on va dire, certaines activités ou certains métiers dans, des cases assez larges. Donc toujours en transverse, on va retrouver l'employé, le partenaire, le fournisseur, l'utilisateur. C'est celui qui a besoin d'accéder ou de faire avancer de la donnée, du service ou autre. Et en dessous, on va retrouver les services IT et tout ce qu'ils proposent comme service. On va retrouver les départements support. Donc souvent, j'ai parlé des RH, mais par le passé, j'ai aussi travaillé des sujets moyens généraux. Donc au même titre qu'un service informatique qui va, délivrer des PC, réparer des imprimantes ou autres, ben là, je vais réparer des ampoules ou des fenêtres cassées, mais je vais aussi, aménager des salles avec des meubles, avec des chaises, des salles de réunion, et cetera. Souvent, en 2023, ce genre d'activités sont, entre guillemets, «digitalisées» par un fichier Excel et des mails qui transitent. Je vois, en tout cas, de plus en plus un cas de conscience en se disant: «OK, il y a des outils sur le marché qui ont toutes les briques qui vont bien pour aller chercher cette digitalisation». Et pour terminer, qu'est-ce que ça apporte aussi à ces départements? Ça leur apporte la mesure de leur activité. Quand, je traite une activité par mail et par Excel, allez, au mieux, je saurais dire combien d'interventions j'ai fait. Mais est-ce que je saurais dire combien d'interventions j'ai fait dans les temps? Quelle a été la répartition de mes activités au niveau de mes employés? Où est-ce que je peux m'améliorer? Comment je peux m'améliorer? Et cetera, et cetera. Donc là, c'est ni plus ni moins que de la transposition de choses que vous connaissez massivement du domaine de l'ITSM vers le domaine de l'enterprise service management. Et pour ça, on va avancer dans la présentation, on va regarder ce que propose un Matrix 42 en termes de plateforme. Donc, je fais exprès de parler de plateforme parce que ça en est une, et ça se décline par des modules traitant des pans d'activité complets. Parle aujourd'hui beaucoup d'IT Service Management et d'Enterprise Service Management parce que c'est le sujet du jour, mais sachez que Matrix 42 ne fait pas que ça. Nous avons un autre module connexe qui s'appelle le SAM pour Software Asset Management. Qu'est-ce que le SAM? C'est la discipline de gérer les licences au niveau d'une entreprise. Donc, une entreprise qui va avoir un certain nombre de contrats avec des fournisseurs, Microsoft, Apple, Google, SAP ou autres, donc ils achètent un certain nombre de licences, mais derrière, la maîtrise, elle est, souvent plus compliquée que ça. Pourquoi? Parce que chaque éditeur a son propre mode de, «comptage» entre guillemets. Microsoft vont parler de cal, de proc, et cetera. Quelque chose de très complexe. Oracle, avec le Java qui est devenu payant, bah, c'est aussi une problématique de savoir combien de serveurs j'ai, combien de personnes font des requêtes sur ces serveurs, et cetera, et cetera. Donc c'est hyper complexe. Et pour ça, donc Matrix 42 a développé un module qui est doté d'une certaine intelligence pour être en mesure d'interpréter des données d'inventaire. Donc l'inventaire, ça peut être l'inventaire, fait par un agent Matrix 42 installé sur les postes, mais également pour revenir à l'interopérabilité et l'aspect où, un Matrix 42 a la possibilité d'interagir facilement avec les autres, le système est également en mesure d'interpréter, nettoyer ou consolider des données d'inventaire qui viennent de SCCM, de Intune ou autres. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on va mettre tout ça au propre et le confronter à la gestion des contrats. Ce travail, vous allez me dire, il est forcément faisable qu'à la main.
oui, j'en conviens. Je ne vois pas, d'autre manière que de déclarer ces contrats à la main, mais l'idée derrière, c'est d'avoir ce que remonte l'inventaire. Je le compare à mes contrats et je suis en mesure de mettre en lumière ce qui est en surutilisation et sous-utilisation des licences. C'est ça qui va être important. La surutilisation des licences, ça va me permettre d'éviter de payer ces non-compliance, ces pénalités et cetera. Mais il y a aussi la sous-utilisation des licences qui va me permettre de faire de l'optimisation financière. L'ITAM, que tout le monde connaît, probablement autour du col, la gestion des assets. Donc bien évidemment, c'est quelque chose que propose Matrix 42, des assets IT, mais également non IT, sur le plan technique, mais également administratif. Donc cycle de vie de l'asset, on va parler de récurrence, de maintenance, de la partie finance dessus, et cetera. Et pour terminer, Matrix 42 propose également tout un module, plutôt pour l'IT, pour le coup, c'est, de la gestion d'endpoint. Et donc là, on va plus parler d'inventaire, de télédistribution d'applications, de master. Donc on va déployer des OS, on va faire du patching, de la prise en main à distance, et cetera, et cetera. Et pour ça, donc je l'ai décliné pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce puzzle. Donc le module qu'on va regarder, dans quelques minutes, ça sera la partie service management où vous allez retrouver tous les process utiles déjà préimplémentés, et cetera. Un portail utilisateur, le catalogue de services, le moteur de workflow, le moteur d'approbation et autres. Juste en dessous, le SAM, donc j'en ai parlé pour la gestion des licences. Et à gauche, la partie technique, IT, plus orientée poste de travail ou serveur, pour proposer l'inventaire, la télédistribution et ce que j'ai oublié de dire, une console qui permet aussi de gérer les périphériques mobiles, à savoir les smartphones et tablettes. Le Endpoint Security, c'est un module connexe qui permet de faire ou de travailler l'aspect sécurité de la donnée au niveau des périphériques. Donc là, pour les connaisseurs, on va parler plus d'encryption de disque, encryption de data, pilotage de BitLocker, mise en place de DLP ou autre. Pour avancer un peu plus, un aperçu de ce que ça peut ressembler à Matrix 42 sur une tablette, sur un écran de PC, ou un téléphone. C'est ce qu'on va regarder un peu plus loin. Un exemple de cas d'usage de l'onboarding proactif. Ça, c'est le cas d'école classique qui revient toujours quand on parle d'enterprise service management. C'est pour ça aussi que j'ai parlé précédemment de ressources humaines qui vont saisir quelque part dans un outil RH qui n'est pas du tout connecté à l'outil de service management si ça existe. Ensuite, il y aura de la ressaisie. Il y aura de la perte d'informations parce que le tout à chacun qui doit intervenir dans l'onboarding de quelqu'un ne sait pas quoi faire. Et donc là, pour le coup, ce qu'on propose, c'est tout simplement, et parfois même tout bêtement, un service d'onboarding via Matrix 42 qui va permettre d'avoir un service complexe, quelque part, initié par les RH, décliné sur plusieurs, 1, 2, 3, 4, plusieurs départements. On va demander à l'IT de lui provisionner un PC, un téléphone probablement, lui donner un certain nombre d'accès, et cetera. Aux moyens généraux de lui préparer un bureau, un caisson, un badge ou autre, pourquoi pas une place de parking, une voiture, et tout ça, ça va se décliner tout bêtement par un certain nombre de tâches avec toutes les informations qui vont bien pour accélérer, pour gagner du temps et pour favoriser ce travail collaboratif et de savoir à tout à chacun qu'est-ce qu'il doit faire, comment et quand. Donc on va cadencer, on va synchroniser et on va apporter, comme je l'ai déjà dit, de la transparence dans tout le process. Je termine dans 2-3 minutes. J'ai évoqué le fait que Matrix 42 est une plateforme disponible en SaaS et on-premise. Donc je vous ai montré ici une slide qui parle de l'offre cloud en 2 minutes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un acteur européen. Donc c'est très important aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les guerres, les piratages de données, et cetera, c'est que les données sont en Europe, un serveur, enfin un data center aux Pays-Bas répliqué en Irlande du Nord, une possibilité d'avoir du stockage en France. Tout ça est certifié ISO 27000, RGPD, SOC 1 et 2 et 3, etc. Et pour terminer, bon, je ne suis pas en train de vous vendre des licences, mais sachez tout simplement que Matrix 42 s'oriente vers un système de licensing le plus clair et le plus facile à utiliser. Donc pour ça, historiquement, on n'en avait que 3, mais maintenant on se dirige seulement vers 2 modes de licensing. Le premier est le plus utilisé parce qu'il va favoriser cet aspect transformation digitale et enterprise service management, c'est le mode de licensing end user. Donc on va payer un forfait aux utilisateurs finaux. On va prendre une entreprise qui a 1000 utilisateurs.
Donc c'est une entreprise qui va acheter le module, par exemple, Service Management pour 1000 utilisateurs, c'est un forfait et derrière, ça leur ouvre droit à avoir, un nombre d'utilisateurs back-office illimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quand ils vont digitaliser, les RH, les moyens généraux, ils ne vont pas se poser la question de combien ça va me coûter en licence parce que c'est déjà dedans. Les mêmes back-office non, enfin les nouveaux back-office des moyens généraux ou des RH qui vont travailler ou qui vont monter sur l'outil travaillent pour les mêmes 1000 utilisateurs. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'acheter des licences en plus et ça permet d'avoir un budget maîtrisé, annuellement le même. Les, approbateurs ne sont pas soumis dans les 2 cas à licence. Le nombre de workspace et le nombre d'objets que nos clients peuvent créer dans Matrix 42 ne sont pas limités non plus. Et pour terminer, le deuxième mode, c'est le mode le plus classique du monde, c'est de compter le nombre d'agents ou d'intervenants ou tout ce qu'on va trouver en back office et y associer une licence qui, bien évidemment, n'aura pas le même prix. Donc une licence back office face à une licence end user, c'est très différent. En résumé, ce qu'il faut garder avant de partir sur la visite de la maison, j'allais dire, c'est un acteur européen qui existe depuis 30 ans, qui favorise quelque part l'interaction et apporte du lien, dans tout ce qui est environnement IT, techniquement parlant, mais aussi et surtout le fait que, et ça j'ai oublié d'en parler, Matrix 42 est un système modulaire, mais c'est 4 modules, vous les avez vus dans le puzzle, mais dedans, il n'y aura pas d'options ou de choses à acheter en plus. Nos clients qui achètent, par exemple, le service management, ils n'ont rien à payer en plus pour l'utilisation du service management. Il n'y aura pas à payer en plus, par exemple, pour utiliser les connecteurs et s'interfacer avec Azure AD ou vCenter ou autre. C'est compris. La philosophie ou l'idée, c'est de se dire, quand on vend quelque chose, on vend tout le moteur avec et non pas pas à l'américaine, hein, où on offre, 1 an de cette fonctionnalité, beh, au bout d'1 an, on la coupe et on va forcer un peu, le client à payer s'il veut toujours, continuer à en bénéficier. C'est pas la philosophie. L'idée, c'est de se dire: «Tout est vendu en bloc» et l'idée, c'est si vous rentrez dans cette ère de transformation digitale, on vous fournit tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Je vais faire une pause de 2-3 minutes si vous avez des questions pour les personnes qui sont connectées. Alors moi, je te remercie pour la présentation, parce qu'effectivement, c'est très clair. Moi, c'est un milieu qui est forcément pas forcément très familier, et tu as réussi à le rendre, accessible même pour, un public, qui n'est pas averti. Donc déjà, bravo pour l'exercice et oui, effectivement, est-ce que vous avez des questions, vous, dans l'audience? Nasser, je suis sûr qu'il en a une. Non, non, c'est très clair, c'est très clair. Voilà, merci beaucoup, Mehdi. J'avais envie de connaître Matrix 42 et là, tu m'as donné une visibilité sur ce que l'outil offrait, sur ce que la solution, pas l'outil, la solution pouvait offrir. Merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Du coup, je vais repartager mon écran. Ici, devant vous, vous allez retrouver enfin là, je suis connecté en tant qu'administrateur, d'accord? Bon, il nous reste 10 minutes, donc c'est assez large pour faire un tour, rapide du propriétaire. En tant qu'administrateur, j'ai accès à ce damier. Bien évidemment, si je suis simple utilisateur, je ne vois rien de tout ça. J'ai seulement accès au portail utilisateur pour aller consommer du service, déclarer des incidents, chercher, de l'information, lire des annonces sur des incidents actuels, au niveau de l'IT, voire même au niveau d'un bâtiment. Il y a un bâtiment qui n'est pas accessible, par exemple, de telle heure à telle heure. Bah, très facilement, je peux transformer une information grâce à un clic droit et la transformer en annonce qui est visible ici, bornée dans le temps, conditionnée par exemple par la résolution de l'incident qui est lié à cette annonce, et cetera, et cetera. Donc en tant qu'utilisateur et ce que vous voyez ici, en fait, ce n'est qu'une proposition. Donc tout ça, c'est modulable. Vous pouvez enlever, rajouter, simplifier ou rendre, l'écran plus complexe. Donc ça, c'est vraiment au choix, hein, en fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction de plein de choses. Ce que vous voyez ici, le développement est totalement codeless, donc c'est des briques que je prends et que je dépose, à qui je vais rajouter, des paramètres, des conditions, des valeurs par défaut, des couleurs et cetera et ça se transforme comme ça. Souvent quand on fait les démos, on s'amuse à mettre les logos des clients. Quand c'est Noël et ben, on va mettre, des petits sapins qui s'allument et tout ça, ça nous prend 5 minutes à le faire. C'est pour montrer tout simplement l'aspect codeless de la solution. Alors ce qu'il faut également, retenir, c'est que c'est une solution qui ne nécessite pas de client lourd et que le visuel que vous avez ici sur le front office, ça sera exactement la même côté back office.
Donc pour avancer un peu plus, l'utilisateur peut déclarer, ses incidents. C'est des choses assez dynamiques où, par exemple, dans la description, si j'écris, «file», normalement, j'ai un petit bandeau bleu qui va s'allumer pour me proposer de la gestion de la connaissance, pardon, ou des articles qui vont potentiellement m'aider à résoudre mon problème tout seul. Donc je vais pas aller au bout, ça sert à rien. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est surtout, bon, la visu sur mes actifs. Donc en tant que collaborateur, je vois de manière très simple ce que j'ai, en termes d'actifs, mais aussi à quoi j'accède, ou qu'est-ce qu'on m'a assigné comme service. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, mais là où, on met souvent l'accent, c'est le catalogue de services. Donc vous remarquerez que le catalogue de services a été, enfin pour rien vous cacher, il a été repensé et revu il y a 4-5 ans en arrière, modifié, et il a été, redéveloppé dans un esprit e-commerce. Tout ça pourquoi? Parce qu'on se dit aujourd'hui, un utilisateur dans son travail va avoir les mêmes habitudes, que quand il est chez lui à consommer sur, bon, je ne suis pas un adepte, hein, mais Amazon, Cdiscount et cetera. Donc ça fait partie de la vie quotidienne de tout le monde, et donc on a essayé de faire en sorte à ce que le catalogue de services ressemble le plus possible à cela. Et vous voyez, là, exprès, on a mis en service phare: «Je commande une machine à café». Donc c'est certainement pas l'IT, qui va délivrer la machine à café, mais l'utilisateur qui va demander cette machine à café. L'intervention va tomber dans l'équipe qui va, se charger de ça, qui auront derrière en back office toute une gestion des assets, une gestion des stocks, une gestion de l'obsolescence, et cetera, et cetera. Donc ça, c'était sur la partie front office ou utilisateurs finaux. Et côté back office, bien évidemment, en tant qu'administrateur, j'ai accès à, tous les processus, mais encore une fois, tout ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une proposition, ce n'est qu'un exemple. Tout ça peut être, modifié, revu, simplifié ou autre. Vous voyez, la gestion des actualités, vous la trouverez là-dedans, les incidents. Ce que j'aime bien aussi, c'est la possibilité de filtrer ou de regrouper par priorité et par état, il est où? Il est là. Hop, et je peux facilement, hop, regarder combien j'ai en attente, combien j'ai en préparation, et cetera, et cetera. Donc c'est un peu une gestion à la fichier Excel, mais dans un portail, digital. Ce qui est pas mal aussi, c'est le nombre d'interactions que vous pouvez avoir pour aller chercher de l'automatisation. Vous voyez, j'ai des boutons, par exemple, pour assigner un service. On prend un exemple, un utilisateur qui fait un incident, qui me dit: «Ah, j'arrive pas à ouvrir un fichier Power BI». Donc moi, en tant que back office, quand je regarde de plus près, en fait, cette personne n'a pas Power BI. Ce que je peux faire, tout simplement, c'est transformer son incident en demande de service. Je lui assigne le service Power BI et je n'ai absolument plus rien à faire derrière. Pourquoi? Parce que l'interconnexion, l'interopérabilité, encore une fois, va, se faire de la manière suivante. C'est Matrix 42 qui va demander à l'agent en place, donc c'est un agent Matrix 42, c'est un agent, un CCM, Intune, peu importe, demander de télédistribuer l'application Power BI. Une fois que c'est fait, j'ai l'information dans Matrix 42 en me disant: «C'est fait», et je vais fermer et informer l'utilisateur de manière automatique. Ça veut dire qu'un geste qui m'aurait pris peut-être une demi-heure, le temps de contacter le client, savoir à quel moment il est dispo, prendre la main à distance, lui installer Power BI, vérifier que ça fonctionne, je le fais en 2 minutes top chrono. C'est exactement la même chose pour le débloquer, j'ai cette, voilà, déverrouiller le compte. J'ai un utilisateur bloqué, je clique sur déverrouiller le compte. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai une information qui va partir de Matrix 42 à Active Directory. Ça va trouver le bon, utilisateur, le débloquer, fermer le ticket et l'informer que, son compte a été débloqué. Et c'est là où on va aller chercher de l'automatisation, c'est là où on va chercher de l'efficacité. L'idée étant de dire, dans un département IT, bah, probablement les gens ont autre chose à faire que d'installer des applications ou de débloquer des comptes, et par conséquent, on va leur donner la possibilité de pouvoir, quelque part faire un vrai potentiellement travail de recherche, un travail d'innovation, ou se consacrer à des projets qui vont réellement créer de la valeur dans mon entreprise. Donc ça, c'était sur la partie back office. Ici, j'ai la possibilité de gérer mon catalogue de services en tant que service manager, bien évidemment, très important. La gestion des actifs qui est ici. Donc, vous verrez que, par exemple, un ordinateur de bureau, quand je rentre sur une machine, je vais retrouver toutes les données qui remontent de l'inventaire, tout ce qui va être information, numéro de série, mais je suis également en mesure de, reconnaître l'écran qui est connecté dessus, les logiciels qui sont installés dedans, les machines virtuelles connectées, et cetera, et cetera. Et sur l'aspect administration, encore une fois, on peut mettre des données financières, des, données liées à l'amortissement, et cetera, aucun problème. Pour terminer, la partie actifs, on peut également retrouver des actifs
universel. Donc vous voyez, chez Matrix, on a beaucoup d'argent, donc on a plein de Mercedes. Bon, malheureusement, tout ça, c'est que virtuel, mais ça donne juste l'image ou ou ça montre la possibilité pour qu'un département moyen généraux puisse gérer le cycle de vie de ces véhicules ici. Idem pour les machines à café. J'ai déjà travaillé des projets où j'ai mis en place de l'asset management pour des pompes à chaleur, des bureaux, des choses qui sont complètement exotiques par rapport à une personne qui fait de l'IT tous les jours. Une dernière chose, bon, la gestion des contrats pour gérer la partie licence, mais autres. Donc, je peux déclarer tous les contrats de l'entreprise si j'en ai besoin. Les licences, c'est les fameux modules qui est doté de cette intelligence pour mettre en lumière ce qui est en surutilisation et sous-utilisation des licences. Et pour terminer, le service desk analytique. Bon, c'est quelque chose d'utile quand on l'utilise en standard, mais je vous avoue que ça fait 10 ans que je fais de l'ITSM. 90% des clients font la partie reporting en dehors de leur système service management. C'est parce que un outil ITSM n'est pas un outil, on va dire, pure player dans le reporting, une, et de deux, quand j'ai besoin de croiser des données, je n'ai pas d'autre choix que de faire ça sur un ClickSense, Power BI ou autre. J'ai vu ces exemples chez Liber, chez Airbus, chez Safran, chez plein de clients, et là-dessus, en tout cas, ils sont tous d'accord sur la pratique. Voilà, messieurs, dames, j'espère que la session vous a intéressé. Hugo, j'arrive au bout des 45 minutes. Je vous remercie à tous pour votre présence. Merci Mehdi. Merci beaucoup, Mehdi. Parfait. Merci Mehdi, merci Hugo. Merci bien. Ciao. Merci. À bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir.